Bonjour, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui a accepté notre invitation. Andrea Rossi, entrepreneur italien, inventeur d'un dispositif de fusion nucléaire froide. Andrea, soyez le bienvenu. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter à nos téléspectateurs? Comme vous l'avez bien dit, je suis un entrepreneur qui a créé ce dispositif qui s'appelle le CAT. Il est difficile d'expliquer les principes physiques sur lesquels il repose. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un système permettant d'exploiter l'énergie du point zéro, qui est une dérivation indirecte du concept de fusion froide. Nous travaillons sur ce projet depuis de nombreuses années. Et nous prévoyons maintenant d'organiser une course entre une voiture électrique alimentée par notre dispositif CAT, où E signifie énergie et CAT désigne catalyseur. Et une autre voiture électrique du même constructeur, du même modèle et du même âge, mais sans E4. Le modèle avec le CAT fonctionnera en rechargeant perpétuellement la batterie du véhicule électrique qui sera alimentée par le même CAT. Ainsi, après 10 heures d'essai sur route, la batterie du véhicule électrique équipé de l'E4 sera encore entièrement chargée. Tandis que le véhicule concurrent, roulant à la même vitesse et couvrant la même distance, s'arrêtera au bout de 2 ou 3 heures, car sa batterie sera déchargée. Cela devrait constituer une preuve directe du potentiel de cette technologie. Et c'est très intéressant parce que, d'une part, les anticultistes ont besoin d'un nombre suffisant de leurs agents pour atteindre leurs objectifs, mais d'autre part, pas trop non plus parce qu'ils finissent par se battre entre eux. Ils font beaucoup de bruit, attirent l'attention sur eux et se lancent des accusations mutuelles. Au cœur de cette technologie se trouve le concept d'entropie. Selon la troisième loi de la thermodynamique, l'entropie augmente toujours, ce qui signifie que le désordre, en l'absence d'une force extérieure, tend inévitablement à croître. Par exemple, si vous renversez de l'encre sur l'asphalte, vous verrez une tache se former, mais vous ne verrez jamais un poème apparaître spontanément sur l'asphalte. Selon la troisième loi de la thermodynamique, cela s'explique par le fait qu'en l'absence d'une force appliquée, un système passe d'un état ordonné à un état plus désordonné. En exploitant la capacité des électrons à former des clusters ordonnés, nous pouvons inverser ce processus et réduire l'entropie. Cette diminution de l'entropie génère une énergie que l'on appelle énergie du point zéro. Intuitivement, Nikola Tesla avait déjà pressenti ce concept. J'ai travaillé sur ce sujet et nous utilisons précisément cette énergie. Grâce à ces électrons, nous produisons de l'électricité qui, dans le cadre de notre test,
sert à recharger la batterie d'un véhicule électrique. En gros, la voiture disposera d'une charge illimitée, bien que pas infinie, car elle finira par s'arrêter à un moment donné, mais elle bénéficiera d'une autonomie extrêmement longue. J'ai essayé d'expliquer cela de la manière la plus simple possible, car si nous entrons dans les détails mathématiques, vos spectateurs risquent de changer de chaîne. Et quelle est l'énergie utilisée par le catalyseur d'énergie et d'où provient-elle? La source d'énergie provient des clusters d'électrons qui se synchronisent sous l'effet des oscillations de tension provoquant une inversion de l'entropie, ce qui génère l'électricité. Vous avez mentionné le nom de Nikola Tesla, et nous aimerions savoir si vous avez utilisé certaines de ses inventions ou découvertes pour créer le CAT. En particulier, j'ai travaillé sur ce qu'il prévoyait de réaliser s'il n'avait pas été éliminé avant de pouvoir le faire. Il parlait précisément de cette énergie qui nous entoure. Si nous parlons de Nikola Tesla, avez-vous réussi à confirmer ces découvertes et peut-être à les mettre en pratique? Oui. Vous avez mentionné l'énergie qui nous entoure, et nous savons qu'il s'agit de l'éther, sujet de nombreuses discussions. L'énergie du point zéro n'a rien à voir avec l'éther. Elle est liée à l'entropie, et l'entropie n'a aucun rapport avec l'éther. L'entropie est un phénomène décrit par le troisième principe de la thermodynamique. Celui-ci stipule qu'en l'absence d'une force externe, le désordre entre les objets augmente, quelle que soit leur taille ou leur structure. Si vous voulez, cela pourrait être une preuve de l'existence de Dieu. Car la création, vous savez, cela pourrait être un exemple intéressant. Si vous partez du point de vue que le chaos peut se transformer spontanément en un système organique hautement complexe, comme un animal, sans parler de l'être humain, simplement parce qu'accidentellement, à partir d'une combinaison d'atomes et de molécules, cela peut se produire, on est en contradiction avec le troisième principe de la thermodynamique. Parce que l'entropie interdit que cela se produise. L'évolution est tout autre chose. La sélection naturelle, ce qui est évident, est un autre processus qui ne fait que sélectionner les organismes déjà existants. Mais le passage du désordre complet à l'ordre sans application de force pour le faire est impossible. Que fait le CAT? Le CAT utilise le phénomène suivant. Grâce à une force correctement appliquée au moment opportun, qui résulte de certaines pulsations de tension, il serait juste d'appeler cette force divine
nous pouvons obtenir des grappes d'électrons cohérents et bosoniques qui inversent l'entropie. Et l'inversion de l'entropie entraîne intrinsèquement une génération d'énergie produite par des électrons en mouvement. Et nous obtenons ces électrons pour produire de l'électricité. Revenons en arrière un instant. Pourriez-vous nous faire part des défis que vous avez dû relever avant de parvenir à faire fonctionner correctement le modèle CAT et du temps qu'il vous a fallu pour obtenir le résultat final qui correspond à vos attentes? Je travaille dessus depuis 1996. Et vous savez, les difficultés résidaient dans le fait que mon équipe travaillait en moyenne 12 heures par jour pendant presque 30 ans, dépensant énormément d'argent et d'énergie. Sinon, nous n'aurions pas réussi à inverser l'entropie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez testé l'appareil? Nous savons qu'il y a eu une présentation à l'Université de Bologne, mais comment exactement les tests se sont-ils déroulés? Et quels ont été les résultats du célèbre test que vous avez réalisé en 2011? Quelle est la durée maximale de fonctionnement de l'appareil et sa capacité à générer de l'énergie? Nous avons montré comment cet appareil fonctionne avec tous ses défauts. Et ces défauts étaient principalement liés à la sécurité. Au fil des années, nous avons traversé des étapes qui nous ont permis de passer d'un système nécessitant d'une surveillance constante en raison des dangers de son utilisation à un mécanisme que l'on peut utiliser en toute sécurité sans contrôle direct. Nous avons maintenant atteint un niveau qui peut être considéré comme complètement sûr. Maintenant, le défi à relever, c'est la dimension économique. Pour lancer la production de masse de l'ECAT, il faut produire des centaines de milliers d'unités afin que leur prix devienne très abordable. C'est la dernière étape. Et dans le cas où, si nous passons à l'aspect pratique de la question, alors imaginons une ville d'1 million d'habitants et que cette technologie aide à fournir à cette ville suffisamment d'énergie électrique. C'est-à-dire couvrir tous les besoins des habitants, de l'infrastructure de la ville, des sites de production, des entreprises, etc. Comment cela peut-il être réalisé et comment fournir de l'électricité à 1 million d'habitants à l'aide de l'ECAT? C'est simplement une question de quantité. En effet, le moteur d'un véhicule électrique alimenté par l'ECAT a une puissance spécifique.
Si on les connecte en série et en parallèle, on peut obtenir n'importe quelle puissance, n'importe quelle tension et n'importe quel courant, selon ce que l'on souhaite. Pour augmenter la puissance, il faut connecter les modules en parallèle, et pour augmenter la tension, en série. Donc, c'est simplement une question de quantité. Vous avez mentionné une ville d'1 million d'habitants, et c'est un exemple très intéressant. Très bien. Faisons quelques calculs simples. En général, 1 million de personnes représentent, disons, environ 200 000 foyers. En moyenne, chaque foyer consomme environ 4 kW d'énergie par jour. Cela représente environ 200 watts par heure. Donc, il nous faut multiplier 200 Wh par 250 000 pour obtenir la puissance nécessaire en wattheure. Ensuite, nous divisons par 1000 et obtenons le nombre de kilowatts nécessaires pour alimenter la ville. Cela semble beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas le cas. De plus, si le produit est fabriqué en grande quantité, ce que nous espérons car nous avons besoin de tels dispositifs énergétiques, il faut bien sûr tester l'impact sur la santé humaine, surtout en si grande quantité. Cet aspect a-t-il été étudié? Comment le CAT affecte-t-il réellement la santé humaine? Quel est l'impact sur l'environnement et dans quelle mesure la technologie est-elle sûre? Oui, ce sont de bonnes questions. Le catalyseur énergétique CAT ne produit absolument aucune émission. Il n'émet aucune radiation. Il ne dégage ni CO2, ni fumée, ni bruit, rien du tout. En d'autres termes, cette technologie ne génère pas d'émissions nocives. Donc, sous cet angle, elle ne pose aucun problème. Et oui, c'est un grand avantage. Nous l'avons montré lors de nombreuses présentations. De plus, il y a actuellement une présentation sur YouTube. Allez sur le site www.ecat.com. Vous y trouverez des liens. Je pense qu'il est important de regarder les vidéos sur YouTube et Twitch en parallèle, car Microsoft arrête parfois l'un de deux pour des mises à jour, etc. C'est pourquoi nous avons créé 2 vidéos, afin qu'au moins, l'une des deux fonctionne. Vous y verrez une lampe fonctionnant avec un très petit E4, sans fil ni autres accessoires. Nous avons également publié les résultats des mesures de tout type de rayonnement électromagnétique. Au fait, le catalyseur énergétique CAT a été certifié par RINA, l'une des entreprises ayant le plus d'autorité en matière de certification de sécurité. Notre générateur n'émet aucune onde électromagnétique, ne fait pas de bruit et ne produit aucune émission, car nous ne brûlons rien. Ce que vous avez développé est simplement magnifique. Et ce serait génial si nous pouvions vraiment l'utiliser. Merci. J'aimerais aussi discuter des risques liés à l'énergie bon marché et illimitée. Par exemple, lorsque l'énergie atomique a été découverte, elle a immédiatement été utilisée pour créer la bombe atomique. Il existe un risque que les générateurs sans combustible puissent également être utilisés à des fins nuisibles pour l'humanité. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour empêcher l'utilisation de cet appareil à des fins néfastes? Vous parlez spécifiquement de l'ECAT ou en général? Je pense en général, et de l'ECAT en particulier.
En ce qui concerne le catalyseur énergétique E4, c'est simple. L'énergie, c'est comme un marteau. Si vous prenez un marteau pour vous frapper la tête, c'est très dangereux. Mais si vous l'utilisez dans un atelier de menuiserie, c'est simplement un outil de travail. La concentration d'énergie dans le CAT n'est pas assez élevée pour être destructrice comme l'énergie atomique, je veux dire l'énergie nucléaire. Pour provoquer une explosion, il faut quelque chose qui libère de l'énergie en fractions de secondes, tandis que le CAT libère l'énergie lentement. Néanmoins, si je vous fabrique un générateur d'1 mégawatt et que vous utilisez ce mégawatt pour faire la guerre aux gens, c'est dangereux. Et ici, je ne suis pas expert en armement, mais je pense qu'utiliser ma technologie pour créer une arme n'est pas pratique. C'est comme dépenser 1 milliard d'euros, centime par centime. C'est-à-dire, oui, c'est possible, mais il existe d'autres systèmes plus efficaces. En ce qui concerne le catalyseur énergétique E4, de toute façon, les outils que nous créons avec cette technologie ne sont absolument pas adaptés pour fabriquer des armes. En général, malheureusement, la nature humaine ne change pas depuis des millénaires. Les gens, malheureusement, ne sont pas toujours des bons gars. Ils sont avides et ils désirent le pouvoir plus que l'argent. C'est dans leur ADN et ils utiliseront toujours tout ce qui servirait à des fins destructrices. Si vous lisez ce qui se passait pendant les guerres 500 avant notre ère, si vous lisez ce que leurs contemporains écrivaient, vous verrez que la pensée des gens était exactement la même qu'aujourd'hui. Rien n'a changé. Oui, nous avons des ordinateurs, des machines, etc. Mais la façon dont le cerveau fonctionne est restée la même. Et cela ne changera jamais.
Je suis très pessimiste quant à la possibilité de restreindre l'utilisation de toute forme d'énergie pour tuer des gens. Je pense que c'est non seulement le marché le plus lucratif au monde, encore plus lucratif que le trafic de drogue, mais c'est aussi la cible la plus convoitée par ceux qui sont au pouvoir. Je crains qu'il n'y ait pas d'exception. Malheureusement. Oui, nous vivons dans une société de consommation où l'objectif principal est de gagner autant d'argent que possible, et non d'apporter des bénéfices aux gens et d'utiliser ces appareils pour le bien de l'humanité tout entière. À votre avis, comment rendre les générateurs sans combustible accessibles à tous, afin que chaque personne, comme je l'ai dit, un citoyen ordinaire, puisse assurer l'apport de l'énergie à sa maison? Comment, selon vous, pouvons-nous être sûrs que nous, en tant qu'humanité, utilisons vraiment votre appareil pour le bien de tous? À mon avis, si nous mettons simplement l'appareil à disposition et disons « Ok, il est gratuit pour tous, prenez-le et utilisez-le », cela conduira à une catastrophe. Parce qu'il y aura des incidents fabriqués de toutes pièces et tout sera enterré. Pour que cette technologie prospère, il est absolument nécessaire que ceux qui détiennent le pouvoir la protègent, du moins pendant les premières années. Si nous ne faisons pas cela, cette technologie sera enterrée. Il serait naïf de dire « mettez-le en accès public et tout le monde verra, blablabla ». Dès qu'il y aura les premiers accidents, soit intentionnellement, et il est fort probable que cela se produise, soit accidentellement, par un amateur, la technologie sera enterrée. Cela s'est déjà produit dans de nombreux autres cas. Oui, c'est vrai. Nous avons vu des exemples où même pour l'introduction des véhicules électriques, il a fallu surmonter de nombreux obstacles. Et nous avons appris dans les nouvelles que les véhicules électriques pouvaient prendre feu, qu'ils étaient dangereux et qu'il ne fallait pas les utiliser. Maintenant, quelques années ont passé, et de nombreuses entreprises automobiles traditionnelles ont commencé à produire des véhicules électriques. Nous espérons que la même chose se produira avec les générateurs sans combustible, et que notre société les percevra non pas comme une menace pour les affaires, mais comme une opportunité de développement, afin que l'humanité devienne plus responsable et viable. Lorsque vous branchez une voiture électrique à une prise, il est important que l'électricité ne provienne pas de combustibles fossiles. Sinon, le problème est simplement déplacé d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le problème est même aggravé, car il y a d'énormes pertes d'efficacité dans tous ces processus. Pour obtenir 1 mégawatt d'énergie électrique, il faut brûler 3 mégawatts de carburant. Ainsi, lorsque l'électricité arrive dans votre voiture, une énorme quantité de CO2 a déjà été émise. Pas à cause des gaz d'échappement de la voiture, mais de la cheminée de la centrale thermique. Le catalyseur énergétique CAT pourrait être une solution, tout comme l'énergie éolienne et solaire, bien sûr. Mais elles ont aussi un problème, une grande différence entre la puissance et l'énergie. Vous pouvez obtenir 1 mégawatt de puissance, mais après 24 heures, l'énergie réelle sera d'environ 100 kilowatts. Vous avez raison en parlant de l'efficacité de nos sources d'énergie,
Nous devons brûler du combustible pour obtenir cette énergie. Et comme elle est peu efficace, cela ne compense pas nos investissements pour créer cette énergie. Et évidemment, cela n'a pas de sens d'utiliser ce type de production, n'est-ce pas? Vous savez, c'est simplement une question de mathématiques. Je ne sais pas si vous avez étudié les mathématiques, mais demandez à quelqu'un qui les connaît de faire l'équation de l'énergie dépensée. Et calculez combien de carburant a été brûlé dans une centrale thermique pour chaque kilowattheure consommé par une voiture électrique depuis une prise de courant. Il suffit de faire l'équation. Voilà tout. En ce qui concerne les centrales hydroélectriques, il n'y a pas de problème. Ce n'est que de l'eau qui tombe. Et l'énergie solaire n'est possible que dans certains endroits. En effet, un panneau solaire ou une éolienne produisant 1 mégawatt de puissance ne génère cette puissance que lorsqu'il y a suffisamment de soleil ou de vent pour faire. Tourner leurs lames à la vitesse maximale. En ce qui concerne les éoliennes, ou pour des cellules photovoltaïques pour les faire travailler à leur productivité maximale, c'est seulement une paire d'heures par jour, alors qu'il y a 24 heures dans une journée. Diviser 24 par 2, cela fait 12. Cela signifie que l'énergie réelle que vous pouvez obtenir d'un système solaire, c'est environ 10% de sa puissance nominale. C'est tout. À ce stade, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle l'énergie grise, l'énergie nécessaire pour fabriquer des panneaux solaires, des éoliennes et pour leur entretien. Dans certains endroits, il vaut la peine de les fabriquer, mais dans d'autres, c'est juste un business qui est principalement lié à la corruption, surtout à la corruption politique. Et nous revenons encore au sujet de la nature humaine dont nous parlions plus tôt. Oui, c'est vrai. Et si l'on prend en compte tous les changements climatiques, tempêtes, ouragans, grêles de la taille d'une balle de tennis, ces technologies sont extrêmement fragiles. L'humanité ne peut pas compter sur des sources d'énergie comme les éoliennes et les panneaux solaires, car elles sont faciles à endommager. Et leur réparation et leur réinstallation ensuite nécessitent d'énormes investissements et du temps, que les humains n'ont pas vraiment car ils consomment de manière régulière sans interruption. Donc oui, vraiment, on peut voir le vrai retour sur les investissements revient à un énorme coût. C'est vraiment le cas. Je suis d'accord avec vous. Lors d'une conférence, nous avons présenté une grande étude sur les panneaux solaires et les éoliennes. Nous avons calculé combien de lubrifiants, fabriqués à partir de pétrole, sont nécessaires pour faire tourner une turbine pendant toute sa durée de vie. C'est une énorme quantité, l'équivalent de 30 réservoirs. Et personne n'en parle. C'est irrationnel. Les déchets des panneaux solaires empoisonnent le sol, et là aussi, personne n'en parle. En plus, il y a des substances toxiques, il n'existe aucune technologie capable d'éliminer les panneaux solaires en toute sécurité. Mais maintenant, nous voyons que la véritable solution au problème, ce sont les générateurs sans combustible. Pour nous, c'est un grand honneur de mettre cela en lumière et de faire une vidéo avec vous.
Parce que nous croyons vraiment qu'il est temps pour l'humanité de devenir libre, beaucoup plus libre en termes d'énergie, et de ne plus dépendre de ceux qui ont réprimé ces technologies pour de l'argent et du pouvoir. Comme vous l'avez dit, cela pourrait devenir une énorme opportunité pour l'humanité de devenir une société bien meilleure, celle que nous voulons tous voir. Merci beaucoup. Un grand merci. C'était une conversation très intéressante. Et merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Un grand merci. Merci. Merci, Ksenia.